je vais présenter mon travail de thèse un peu là où j'en suis en troisième année maintenant, sur le soin aux personnes LGBTI qui utilisent des drogues à Marseille. Je vais commencer par quelques éléments de contexte issus de la littérature. Donc, si on prend des données générales sur les populations LGBTI, on peut observer que c'est des groupes où il y a des prévalences d'usage de drogue plus importantes que dans le reste de la population. C'est des groupes qui sont aussi décrits comme des early adopters, donc utilisateurs précoces ou pionniers de pratiques émergentes et de produits émergents aussi. Et c'est aussi des groupes où on note des polyconsommations plus fréquentes qu'ailleurs. On a aussi, donc ces usages-là vont avoir tendance à évoluer plus souvent vers des dommages ou des troubles, en particulier pour certains sous-groupes, donc les personnes trans et ou non-binaires et les personnes en questionnement également. On peut faire des liens sur les risques au niveau de la santé sexuelle, notamment dans les pratiques chemsex. Des travaux récents commencent à interroger les interactions entre les antirétroviraux, notamment puisque beaucoup de personnes qui pratiquent le chemsex sont séropositifs sous traitement ou séronégatifs sous PrEP. Et donc ça pose des questions en termes d'interaction avec les drogues, avec certains médicaments, comme le Viagra, etc. Dont les risques sont assez méconnus pour l'instant. Et récemment, notamment depuis le Covid, on peut observer l'élargissement des pratiques de chemsex à des publics plus éloignés des soins, notamment les personnes précaires, les personnes trans, les personnes migrantes, parmi lesquelles le dépistage et la PrEP sont encore insuffisantes. Du coup, ce qui pose des questions de barrières d'accès aux soins. Plus généralement, pour les personnes LGBTI, la littérature parle d'un contexte de vie syndémique, c'est-à-dire un contexte dans lequel on a différentes vulnérabilités sociales, notamment, et de santé qui s'entremêlent et donc qui causent différents types de problèmes de santé et de santé globale, en fait. On peut nommer le fait que les personnes LGBTI sont surreprésentées parmi les personnes qui exercent le travail du sexe et que c'est un travail dans lequel les usages de drogue sont fréquents. Les personnes LGBTI sont aussi très très nombreuses à avoir vécu des violences dans l'enfance, donc que ce soit sexuelles, psychologiques ou physiques. Et ça a été démontré que une fois arrivé à l'âge adulte, ces violences peuvent causer des troubles de l'usage, en tout cas y conduire. Il y a des travaux aussi récents qui montrent des corrélations entre le fait que si les personnes trans vivent des barrières d'accès à leur transition médicale ou sociale, etc., administrative, ça peut entretenir en tout cas des rapports aux usages de drogue qui peuvent être plus problématiques. Donc ce qui est observé généralement, c'est que les discriminations, qu'elles soient LGBTI-phobes ou sérophobes, vont accélérer l'évolution de pratiques vers des dommages, vers des troubles. Et certaines études, par exemple, montrent que le fait de subir des discriminations au quotidien vont, par exemple, entretenir les effets de craving, c'est-à-dire une envie très très forte de consommer. Malgré tous ces constats et toutes ces difficultés de santé, ce que montre la littérature, et ce que j'observe aussi, c'est que les services de santé, médico-sociaux, etc., sont inadaptés aux besoins spécifiques des personnes LGBTI. C'est des groupes parmi lesquels on a un non-recours qui est important, notamment à cause du fait que c'est des espaces dans lesquels les personnes sont susceptibles de recevoir des discriminations basées sur le genre et l'orientation sexuelle ou simplement une inadaptation en fait, de l'offre à leurs besoins. Et ce constat d'inadaptation, de manque de services, il est particulièrement aggravé pour les personnes qui vont être à l'intersection de plusieurs systèmes d'oppression. Donc les femmes, notamment bisexuelles et lesbiennes, les personnes trans et les personnes LGBTI non blanches. Un dernier corpus de littérature que je voulais nommer, c'est un corpus qui essaye de dépasser un petit peu le prisme de la santé et du risque et qui comprend aussi les drogues comme un objet social qui a des causes et des conséquences sociales, politiques et culturelles. Et donc, il y a toute une série de travaux qui s'intéressent à ces aspects-là pour les usages de drogue LGBTI en particulier. On a des études qui démontrent notamment que, par exemple, si les personnes bénéficient d'un soutien par les pairs, d'un soutien LGBTI solide, d'espaces solides, d'espaces dynamiques en fait dans les endroits où ils et elles vivent, ça peut être un facteur protecteur vis-à-vis d'usage de drogue qui évoluerait vers des troubles. On peut nommer aussi le fait que ces espaces-là, lorsqu'ils sont dynamiques, lorsqu'ils vont bien, c'est les endroits où les initiatives de réduction des risques se multiplient vis-à-vis des communautés, mais aussi vis-à-vis de l'extérieur. Et puis, historiquement, il y a eu énormément d'initiatives comme ça. Les travaux, là, c'est notamment en Australie et en Amérique du Nord. Et enfin, ce que je voulais nommer, et ce qui est important, je pense, pour comprendre aussi les usages de drogue LGBTI et aussi le soin, c'est que les personnes, dans un contexte d'homophobie, de transphobie notamment, peuvent y trouver des bénéfices spécifiques
qu'il faut prendre en compte, je pense, dans la relation thérapeutique. C'est-à-dire que ça va permettre des expérimentations sexuelles et de genre, notamment pour les personnes en questionnement, les personnes qui sont jeunes, etc. Dans des contextes de chemsex, ça va permettre une diversification des répertoires sexuels. Et d'autres travaux montrent aussi que les usages de drogue peuvent augmenter, si dans les bonnes conditions, augmenter pour les personnes leur sentiment d'agentivité, c'est-à-dire leur capacité d'agir. Tout ça conduit donc à ma question de recherche. Donc moi, je m'intéresse à Marseille où se matérialisent les pratiques de soins dédiées aux personnes LGBTI, qui les conduit, qui les assure, et de quels moyens ces personnes disposent. Et une question un peu transversale dans ma thèse aussi, c'est quelle est la place des savoirs et des savoir-faire communautaires dans ce réseau de soins. Et c'est un peu ce que je vais présenter aujourd'hui. Pour rapidement vous exposer un peu les objectifs que j'ai dans mon projet. D'abord, l'idée, c'est d'établir un état des lieux du réseau de soins aux personnes LGBTI utilisatrices de drogue. Donc, documenter les services et les interventions qui existent, identifier les angles morts, donc les publics qui ne sont pas pris en charge en fait, par ces services-là, et analyser aussi dans ce réseau-là un peu les coopérations, éventuellement les divergences entre les différents acteurs, les différentes manières de faire, etc. Deuxièmement, je voudrais mettre en évidence les ressources et les contraintes dont disposent les professionnels et les services marseillais. Donc, au niveau des professionnels, un peu étudier leur représentation, leur sensibilisation, leur degré de formation aux questions LGBTI, aux questions de drogue. Une thématique importante aussi, c'est le rôle des pairs, donc des personnes LGBTI qui travaillent dans ces espaces-là. Et enfin, de renseigner un peu les conditions de travail, les conditions institutionnelles qui vont avoir un effet sur la manière dont le soin est dispensé. Et troisièmement, donc, ce qui est un peu la composante communautaire ou interventionnelle de mon projet, l'idée c'est de pouvoir proposer à terme des recommandations pour l'accès aux soins de ces publics-là. Donc d'identifier des leviers pour pérenniser les interventions qui existent déjà, tout au long de la thèse, d'échanger des savoirs, de restituer des résultats. Et enfin, l'idée c'est un peu de contribuer à faire reconnaître les usages de drogue LGBTI comme un enjeu de santé sur lesquels les interventions sont nécessaires et insuffisantes pour l'instant. Donc pour répondre à ces objectifs, moi j'emploie des méthodes qualitatives. Donc d'abord de l'observation dans les milieux marseillais de la réduction des risques, marseillais et pas que, et dans les espaces d'échange professionnels entre les professionnels qui accompagnent ces usagers. Deuxièmement, je conduis des entretiens semi-directifs auprès des acteurs du réseau, donc des professionnels et les militants de la réduction des risques, de l'addictologie, de la santé LGBTI. Majoritairement à Marseille, mais aussi j'ai fait des petits points de comparaison ailleurs. Donc une quarantaine aujourd'hui à peu près. Et enfin, j'analyse la littérature institutionnelle et associative pertinente. Ok, donc je vais vous présenter mes résultats préliminaires. Je voudrais juste commencer par dire que du coup le travail il est encore en cours. J'ai pas eu le temps d'analyser tout mon matériau pour cette présentation. Tous mes entretiens sont pas retranscrits, donc voilà, c'est un peu l'image en l'état, mais ce sera pas des résultats qui sont finaux. Donc parmi ces résultats, je vais commencer par un peu tout ce qui est plutôt des dimensions macro, des dimensions institutionnelles, dans lesquelles, qui vont déterminer un peu comment le soin est conduit. Donc d'abord, sur les usages de drogue, on a un cadre légal qui est prohibitif en France, c'est-à-dire que les usages de drogue sont interdits. Ça et d'autres phénomènes vont créer une paupérisation, donc une précarisation et une stigmatisation des personnes usagères de drogue qui est très importante aujourd'hui. Les acteurs me font aussi état du fait que les situations d'urgence sociale, les situations de très grande précarité se multiplient et s'aggravent. Et je voulais aussi mentionner le fait que ces dernières années, on a une recrudescence assez importante des discours et des actes de haine anti-LGBTI qui ont un effet aussi sur la santé des personnes et la manière dont elles vont naviguer les espaces du soin. Le contexte aussi associatif et médico-social, il est caractérisé par des phénomènes de néolibéralisation, c'est-à-dire que c'est une manière de mettre en concurrence, en fait, de manière généralisée, les structures dans l'accès au financement public, d'ailleurs financement public qui sont tendance à baisser. Ça se matérialise aussi, ça se manifeste par le fait que du coup, on a des grandes entreprises sociales et solidaires qui sont favorisées aux dépens des services publics, aux dépens des collectivités territoriales et aussi aux dépens de cultures associatives locales spécifiques. Et tout ça, ça produit des conditions de travail qui se dégradent, de ce que je peux observer et ce qui est aussi documenté par les littératures.
et donc qui vont créer de nombreux épuisements professionnels et aussi du côté des files actives, en fait, une vulnérabilisation et des difficultés qui s'accumulent. Et ce contexte de contrainte-là, moi, ce que je peux observer, c'est qu'en fait, il va reproduire des barrières d'accès aux soins, notamment pour les personnes minorisées. C'est-à-dire que du coup, les enjeux minoritaires, donc notamment les enjeux liés au genre et à la sexualité, mais d'autres enjeux minoritaires, vont être subordonnés aux urgences sociales qu'il faut gérer en fait en permanence et de plus en plus et avec de moins en moins de moyens, etc. Voilà. Toutefois, on a quand même des choses positives au niveau de Marseille. On a un réseau historiquement, donc depuis l'émergence du VIH, qui est riche et qui est dense et qui favorise les dynamiques de partenariat. Je peux par exemple mentionner donc un groupe de travail qui est coordonné par la coordination régionale sur le VIH PACA, qui réunit des professionnels qui accompagnent les personnes qui font du cansex. Et donc, c'est des groupes comme ça qui ont favorisé des échanges de pratiques entre les professionnels, la création d'outils spécifiques pour le soin, des plaidoyers communs donc qui vont avoir plus d'effets, un dialogue avec les institutions qui peut se faire, etc. Et à Marseille aussi, ce qu'on peut noter, c'est qu'on a plusieurs structures médico-sociales qui sont nées dans le sillage de la lutte contre le VIH, qui certes ont un accueil professionnel, mais qui vont quand même valoriser des formes plus expérimentales, plus communautaires, qui valorisent la pérédance, etc. Et donc qui peuvent être à même de répondre aux urgences de terrain, notamment les urgences que vivent les minorités usagères de drogue. Ensuite, au niveau un petit peu en dessous, donc ce qui se passe à l'intérieur des services de santé et des services médico-sociaux, ce que j'observe pour l'instant, c'est que les approches qui vont le plus encourager le recours aux services, ça va être surtout des approches de réduction des risques plutôt démédicalisées, plutôt basées sur des valeurs de non-jugement, de pérédance et aussi pas mal l'anonymat, qui peuvent donc favoriser le fait que les personnes vont avoir recours, vont se rendre dans les espaces. Par exemple, on a des carudes où du matériel est distribué, même un carude notamment où le matériel est distribué à la porte, en fait, où les personnes n'ont même pas à rentrer faire un premier entretien. Et d'après les professionnels qui y travaillent, ça va encourager les personnes, notamment les chemsexeurs, à venir en récupérer parce que ça leur évite en fait d'avoir à se outer, à se présenter comme homosexuel et du coup risquer, éviter du coup une discrimination potentielle. D'autres types d'accompagnement qui attirent en fait les personnes qui les atteignent, c'est les accompagnements par les pairs, donc que ce soit les groupes de parole ou beaucoup l'accompagnement basé sur le numérique. Et enfin, un des dispositifs qui fonctionne bien aussi, c'est le dispositif d'analyse de drogue. Voilà. Malgré ça, quand les personnes ont besoin d'un accompagnement plus suivi, plus profond, que ce soit sur des thématiques médicales ou sociales, pour l'instant, ce que j'observe, c'est que les personnes LGBTI qui accèdent à des accompagnements médicaux, donc addictos, psychologues et psychiatres, etc., et des accompagnements par des assistantes sociales, etc., sont rares, précisément parce que les personnes ne restent pas dans les structures, ou parce qu'il y a ce que je vais développer juste après. Dans les services généralistes en addictologie, donc il y a une approche universelle et donc inconditionnelle qui évidemment est importante, mais pour les personnes LGBTI, l'effet un peu pervers, c'est que ça va avoir tendance à ne pas pouvoir prendre en compte leur spécificité. Donc on va avoir un repérage tardif, notamment de pratiques sexuelles à risque, etc., des réponses qui ne sont pas forcément adaptées aux besoins. Voilà, où du coup, les personnes vont avoir tendance à venir faire une ou deux consultations et ensuite ne plus revenir. Et globalement, parmi les professionnels, et c'est les personnes qui le disent elles-mêmes, il y a un manque généralisé de formation sur les sexualités, déjà, lesbiennes, gays et bi, sur les questions de trans de manière très importante, et aussi, dans une moindre mesure, sur les pratiques de consommation, notamment les pratiques émergentes et les produits émergents. Ce que je peux dire, qui commence un peu à se manifester de manière claire sur ce réseau de soins, c'est qu'il est un peu pénalisé par la rigidité des contours des populations clés. Parce que dans un contexte où, dans les espaces LGBT, les frontières de genre et de sexualité sont de plus en plus perméables et sont de plus en plus perméables, etc., les personnes vont avoir des pratiques similaires, même si elles appartiennent pas forcément à la même population clé.
Donc des pratiques qui vont avoir les mêmes risques infectieux, les mêmes risques psychosociaux, etc. Et pourtant, du coup, ces personnes vont pas avoir accès aux mêmes dispositifs d'accès aux soins parce qu'elles sont pas ciblées en fait par des dispositifs spécifiques. Et les groupes qui sont les plus pénalisés par ça, c'est les femmes bisexuelles et lesbiennes cis et les personnes trans. Et enfin, le dernier thème un peu que je voulais aborder, qui est vraiment central sur mon terrain, c'est le rôle de certains acteurs, qui vont être que j'appelle acteurs clés, qui sont des acteurs vraiment experts un peu de ces questions-là, et qui vont prendre un peu en charge les questions d'usage de drogue LGBTI, et malgré un cadre du coup que j'ai présenté qui n'est pas forcément favorable, vont réussir à le tordre, et du coup à créer un peu des relations de soins et développer des pratiques spécifiques vis-à-vis des LGBT, mais qui souvent vont se faire en dehors de leur temps de travail, ou un peu à la marge, ou un peu en plus en fait de ce qui doit être déjà fait. Les personnes là que j'observe, elles ont des trajectoires spécifiques. Donc soit c'est des personnes qui sont des pairs, ou qui sont des personnes LGBTI, soit c'est des personnes qui consomment ou ont consommé des produits dans leur vie, ou ont des formes de socialisation, donc dans les milieux alternatifs, dans les milieux féministes, dans les milieux militants liés au VIH, etc. Ces expériences-là, elles vont produire des savoirs expérientiels et en fait des dispositions aussi pour le soin. Et ce que j'observe aussi, c'est que souvent, c'est des acteurs qui sont multipositionnés, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à la fois, par exemple, aux espaces LGBT, à la fois aux espaces de la santé, parfois à d'autres espaces spécifiques, etc. Et tout ça, ces ressources, elles vont leur permettre de déployer du soin d'une manière spécifique, donc que j'ai listé là. Donc notamment, ça va leur permettre de se reconnaître avec les usagers LGBTI et de développer un lien de confiance qui va faire que les personnes, elles osent passer le pas des structures et y revenir. C'est des personnes aussi qui vont faire circuler du matériel, des ressources, etc., des structures vers les communautés et vice-versa. Et elles vont aussi savoir repérer un peu de manière précoce des pratiques émergentes et les faire remonter dans les structures pour dire qu'en fait, il y a un besoin auquel il faut répondre. Donc voilà, je fais un peu la liste. Inventer des outils de réduction des risques adaptés à ces pratiques-là qui sont émergentes. Je peux nommer par exemple les pratiques liées à la prise de GHB en contexte chemsex, par exemple. Voilà, qui vont savoir orienter vers des professionnels qui vont savoir répondre aux besoins des LGBTI spécifiquement. Mais c'est plein de choses qui se font de manière très informelle en fait. Mais ce que j'observe aussi, donc cette position est vraiment très précieuse. Enfin, ce savoir-là, ces pratiques-là, elles sont très précieuses dans l'accès aux soins des usagers, mais pour les professionnels et les bénévoles, elles ont des coûts importants, notamment des coûts psychosociaux qui peuvent conduire à des situations d'épuisement et de burn-out, encore plus que les autres professionnels. Donc notamment le fait que ça peut être compliqué de séparer la vie personnelle et la vie professionnelle quand on a cette sorte de les univers qui se chevauchent en fait. Les personnes peuvent évoquer un sentiment d'isolement dans leur travail ou dans leur structure, peuvent évoquer des discriminations aussi contre elles. Et pour les personnes qui consomment des produits, ça peut aussi être un sujet qui peut créer des difficultés. Donc, pour moi, il y a une réflexion qui est nécessaire à mener aussi sur les conditions matérielles dans lesquelles ces personnes travaillent et dans lesquelles ces personnes accompagnent les usagers au service de l'accès aux soins des minorités. Et pour conclure, donc voilà, les pratiques que j'observe, elles se matérialisent principalement dans les marges du système de santé et dans les marges des services de soins. Souvent, elles sont un peu à l'interface entre les structures médico-sociales et les espaces communautaires. Souvent, elles vont être un peu hors les murs des structures, hors des feuilles de route, etc. Et donc, je pense qu'on peut les comprendre et les décrire comme des formes de médiation informelle dans un contexte où l'offre de santé est inadaptée. Et donc, voilà, ce que je peux observer, c'est que l'héritage de la lutte contre le VIH/SIDA, l'héritage de la lutte pour la réduction des risques à Marseille, elle va vraiment infuser ces pratiques et ça va être un cadre qui va être très très précieux pour les encourager et leur permettre d'exister. Mais il a aussi ses défauts, notamment voilà, ces rigidités des frontières des populations clés qui pour moi doivent être, en tout cas, repensées pour pouvoir permettre de repérer et accompagner l'ensemble des usagers et usagères en difficulté. Et je voulais aussi finir par dire que comme j'ai nommé le contexte global qui existe, qui a un impact sur le soin, on a aussi vraiment l'importance d'avoir des réflexions plus globales sur les conditions de travail des personnes qui accompagnent et qui prennent soin, et des réflexions globales aussi sur les droits et conditions matérielles des publics qui sont en train de se dégrader, comme je l'ai dit. Et voilà, et je vous remercie pour votre attention.